Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Kelechi se tenait devant les grandes portes de la villa présidentielle, le cœur battant d'impatience. C'était son premier jour en tant que nouveau chauffeur de la famille présidentielle. Les gardes l'examinèrent avant de le laisser entrer. En parcourant les couloirs somptueux, il fut émerveillé par les sols en marbre, les lustres en cristal et les jardins luxuriants. Tout contrastait fortement avec son éducation modeste. Il se rappela de rester concentré. Ce travail représentait tout pour sa famille restée au pays. L'échec n'était pas envisageable. Sa première mission fut de conduire Amara, la fille unique du président. La gouvernante en chef, Maman Keshi, le briefa sévèrement. Les yeux fixés sur elle, la bouche fermée, Mademoiselle Amara ne tolérait pas l'incompétence. Kelechi hocha la tête, pleinement consciente des rumeurs sur le caractère capricieux et gâté d'Amara. Il connaissait sa place, il n'était qu'un simple assistant. Mais lorsqu'Amara apparut, impeccablement vêtue et se tenant avec une grâce royale, il fut momentanément stupéfait. Sa beauté était envoûtante, presque intimidante. Elle ne le regarda pas, se glissa simplement sur la banquette arrière et dit froidement « Conduisez ». Le trajet fut silencieux, la tension palpable. Kelechi se concentra sur la route, conscient de la présence d'Amara derrière lui. Elle tapotait sur son téléphone, apparemment inconsciente de son existence. Il gardait une posture rigide, déterminé à faire bonne impression. Mais ses pensées ne cessaient de dériver vers sa famille et combien elle dépendait de lui. Ce travail était sa chance de changer leur vie, et il ne pouvait se permettre de la gâcher en se laissant distraire. Même si sa passagère était la femme la plus captivante qu'il ait jamais vue. Kelechi arriva tôt le lendemain matin, déterminé à continuer de faire bonne impression. Il nettoya la voiture méticuleusement, veillant à ce que chaque surface soit impeccable. Juste au moment où il avait terminé, Amara apparut, élégante et naturelle. Elle ne lui fit pas signe, monta simplement dans la voiture et continua à consulter son téléphone. Le regard de Kelechi s'attarda un instant avant qu'il ne se ressaisisse et ne se précipite pour ouvrir la portière. Elle ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Alors qu'il conduisait, Amara a reçu un appel qui a vite dégénéré en dispute. « J'ai dit non. Je ne me laisserai pas forcer à quoi que ce soit », rétorqua-t-elle d'une voix sèche. Kelechi garda les yeux fixés sur la route, mais ses paroles piquèrent sa curiosité. Qui essayait de la contrôler? C'était la première fois qu'il voyait une faille dans sa façade parfaite. Il n'osa pas poser la question, mais ne put s'empêcher d'éprouver une pointe de compassion. Sous son apparence glamour, elle était encore humaine, aux prises avec ses propres difficultés. Le reste du trajet se déroula dans le silence, la tension pesante. Kelechi conserva son attitude professionnelle, mais sa perception d'Amara commença à changer. Elle n'était plus seulement la princesse gâtée et arrogante dont tout le monde parlait. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus vulnérable sous la surface. Il se demanda quel fardeau elle portait derrière ce regard froid et distant. Mais il repoussa rapidement cette pensée. Ce n'était pas à lui de savoir ou de s'en soucier. Son travail consistait à conduire, rien de plus. La semaine suivante, Kelechi continua de conduire Amara en ville, gardant ses distances. Mais elle semblait de plus en plus agitée de jour en jour. Un après-midi, elle lui demanda à l'improviste « Fais-tu toujours ce qu'on te dit ?» La question le prit de court. Il hésita avant de répondre « C'est mon travail, madame. » Elle ricana, le regard fixé par la fenêtre. « C'est bien là le problème, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ces paroles restèrent gravées dans sa mémoire longtemps après qu'elle eut quitté la voiture. Kelechi se demanda ce qu'elle voulait dire. Était-elle prisonnière de sa vie privilégiée, prisonnière de ses attentes? Il secoua la tête, se rappelant de ne pas s'impliquer. Pourtant, il ne pouvait nier sa curiosité à son égard. Elle était plus complexe qu'il ne l'avait d'abord imaginé, et il se surprit à vouloir mieux la comprendre. Le lendemain, alors qu'il l'attendait devant une boutique, il l'entendit se disputer avec son père au téléphone. « Je ne veux pas l'épouser » cria-t-elle avant de raccrocher brusquement. Kelechi détourna rapidement le regard, faisant mine de ne pas entendre. Mais sa frustration était évidente lorsqu'elle le dépassa en trombe pour monter dans la voiture, les yeux rouges. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur, et il y vit de la douleur. Cela lui fit ressentir quelque chose qu'il n'aurait pas dû ressentir, de la compassion. Un soir,
Kelechi reçut l'ordre d'attendre Amara devant la maison d'un ami. Les heures passèrent, et il s'inquiéta, mais n'osa pas la déranger. Lorsqu'elle émergea enfin, elle semblait visiblement bouleversée. Il lui ouvrit la portière sans un mot. À mi-chemin, Amara l'accusa soudain. « Tu écoutais aux portes. » Son regard était féroce, son corps tendu. Kelechi était abasourdi. « Non, madame. Je ne ferai pas ça, » répondit-il d'une voix calme. Mais elle n'était pas convaincue. « Vous, les conducteurs, vous écoutez toujours, n'est-ce pas? Vous faites semblant d'être invisible, mais vous savez tout. » Son accusation la blessa, mais Kelechi garda son sang-froid. « Je respecte votre vie privée, mademoiselle Amara. Je fais juste mon travail. » Son calme ne fit que la frustrer davantage, mais elle se tut, le regard fixé par la fenêtre. L'atmosphère resta glaciale pendant le reste du trajet. Kelechi fut blessée par ces accusations, mais comprit sa paranoïa. Elle vivait dans un monde où la confiance était rare, entourée de gens qui attendaient quelque chose d'elle. À leur arrivée, il ouvrit la porte sans un mot, les yeux baissés. Amara hésita avant de sortir, les épaules lourdes d'excuses tacites. Mais elle s'éloigna sans un mot, laissant Kelechi se demander s'il la comprendrait vraiment un jour. Une semaine plus tard, Amara exigea une excursion nocturne improvisée. « J'ai besoin de me changer les idées, » dit-elle d'une voix saccadée. Kelechi hésita, sachant que le président désapprouverait, mais il obéit. Ils roulèrent en silence, les lumières de la ville se reflétant sur les vitres de la voiture. Au bout d'un moment, Amara parla doucement. « Tu t'es déjà senti piégé ?» La question le surprit. « Oui, » admit-il, les yeux fixés sur la route. « Mais chacun a ses devoirs. » Amara le regarda dans le rétroviseur, son regard s'adoucissant. « Tu parles comme si tu comprenais, » dit-elle, la curiosité perçant sa voix. « Je comprends plus que tu ne le penses, » répondit Kelechi, se surprenant lui-même. L'espace d'un instant, un pont se forma entre leurs mondes, une compréhension commune qu'aucun des deux n'osait reconnaître. La pluie se mit à tomber, forte et incessante. Kelechi suggéra de s'arrêter pour plus de sécurité. Ils s'abritèrent dans un café tranquille, assis à des tables séparées, mais partageant le même espace. Pour la première fois, Amara le considérait non pas comme un serviteur, mais comme une personne. Ils parlèrent peu, mais le silence était différent, non plus froid, mais réconfortant. Tandis qu'ils étaient assis là, les frontières entre leurs mondes s'estompèrent, ouvrant la voie à des complications qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. La pluie tombait sans merci, les piégeant dans le petit café du bord de route. L'air était lourd d'une tension inexprimée tandis que Kelechi et Amara restaient assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Amara fixait les gouttes de pluie qui dévalaient la vitre, son assurance habituelle remplacée par une vulnérabilité inhabituelle. Kelechi l'observait de loin, ne sachant que dire. Elle avait l'air si humaine, si différente de son image froide et intouchable habituelle. Pendant un instant, il ne la vit plus comme la fille du président, mais comme une personne comme les autres, aux prises avec les fardeaux de la vie. Amara rompit le silence d'une voix douce et hésitante. « Je ne sais pas pourquoi je t'ai amené ici, » admit-elle, les yeux toujours fixés sur la pluie. « J'avais juste besoin de m'évader. » Kelechi hocha la tête, choisissant ses mots avec soin. « Tout le monde a besoin de s'évader parfois, » répondit-il d'une voix douce. Elle le regarda, la surprise étincelant dans ses yeux. C'était la première fois qu'elle le voyait comme autre chose qu'un simple chauffeur. Le mur qu'elle avait construit autour d'elle vacilla, ne serait-ce qu'un instant. Kelechi réalisa qu'elle n'était pas aussi invincible qu'elle le prétendait. Ils restèrent assis là pendant ce qui leur sembla des heures, enveloppés dans une trêve fragile. La pluie ne semblait pas vouloir s'arrêter, mais ni l'un ni l'autre ne semblèrent s'en soucier. La tension entre eux s'apaisa, remplacée par une compréhension tacite. Lorsqu'ils retournèrent enfin à la voiture, l'air était différent, moins hostile, plus familier. Kelechi sentit un changement, tout comme Amara, même si aucun des deux ne le reconnut. Alors qu'il la ramenait chez elle, le silence n'était plus gênant. C'était un silence partagé, rempli de questions qu'aucun des deux n'était prêt à poser. Les jours suivants furent étranges. Amara continuait de rendre visite à Kelechi pour des courses, mais son comportement avait changé. Elle était moins exigeante, plus contemplative. Elle ne le traitait plus comme un invisible, lui demandant parfois des nouvelles de sa vie et de ses opinions. « Pourquoi travailles-tu ici ?» demanda-t-elle un après-midi, le prenant de court. Kelechi hésita avant de répondre.
pour subvenir aux besoins de ma famille. Mes frères et sœurs ont besoin d'être scolarisés. Le regard d'Amara s'adoucit, laissant entrevoir une lueur d'empathie avant que son masque habituel ne reprenne. « Je vois », murmura-t-elle d'une voix pensive. Leurs interactions devinrent plus personnelles, et Kelechi se sentit attiré par elle malgré son bon sens. Il admirait son intelligence, sa curiosité et même son esprit de défi. Mais il connaissait sa place. Il était le conducteur, rien de plus. Pourtant, chaque conversation brouillait un peu plus cette frontière. Il commençait à comprendre ses frustrations, son besoin d'échapper à la cage dorée dans laquelle elle vivait. Il savait qu'elle se sentait piégée, tout comme lui par sa propre situation. Ils étaient aux antipodes l'un de l'autre, et pourtant, ils partageaient le même désir de liberté. Amara le ressentait aussi. Elle recherchait sa compagnie, attirée par sa force tranquille et son humilité. Il ne ressemblait à personne qu'elle connaissait, sans prétention, honnête et posé. Elle le respectait, l'admirait même. Mais ses sentiments la troublaient. Ce n'était qu'un chauffeur, un homme bien en dessous de son statut social. Elle essaya de faire fi de son intérêt grandissant, mais en vain. Chaque jour, la frontière entre devoir et désir devenait plus difficile à distinguer. Et chaque fois que leurs regards se croisaient dans le rétroviseur, cette ligne menaçait de disparaître complètement. Un soir, Amara insista pour aller à une fête malgré les objections de son père. Kalechi la conduisit, son anxiété grandissant à mesure que la nuit avançait. À minuit, il était épuisé, mais restait vigilant devant le manoir. Finalement, Amara sortit en titubant, visiblement ivre. « Ramène-moi chez moi », dit-elle d'une voix pâteuse, son calme habituel brisé. Kalechi l'aida à monter dans la voiture, l'inquiétude se lisant sur son visage. Elle était vulnérable ainsi, dépouillée de son air hautain. Il conduisit prudemment, jetant un coup d'œil au rétroviseur pour la surveiller. Elle dormait déjà, complètement baissée de garde. Arrivée à la villa, Kalechi tenta doucement de la réveiller, mais elle marmonna des mots incohérents. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser dans la voiture. À contre-cœur, il la porta à l'intérieur, grimaçant à l'idée d'être vu. Il réussit à la faire entrer discrètement dans sa chambre sans alerter les gardes. En la déposant sur le lit, il hésita, s'assurant qu'elle était confortablement installée avant de se retirer sur le canapé pour attendre. Épuisé, il se promit de partir dès son réveil. Mais le sommeil le rattrapa avant qu'il puisse tenir sa promesse. Le matin arriva trop vite. Amara se réveilla sous les rayons du soleil qui filtraient à travers les rideaux, la tête lancinante. Elle s'assit en gémissant, avant que son regard ne se pose sur Kalechi, profondément endormi sur son canapé. Son cœur s'arrêta. La panique la submergea lorsque les implications la frappèrent. Si quelqu'un le voyait ici, ce serait un scandale monumental. Elle se précipita pour le réveiller, secouant frénétiquement son épaule. « Kalechi, réveille-toi !» Il se réveilla en sursaut, la confusion se transformant en horreur lorsqu'il réalisa où il était. Ils se regardèrent, la terreur inscrite sur leurs visages. Ils étaient dans une situation périlleuse. Le cœur d'Amara s'emballa tandis qu'elle luttait pour garder son calme. « Il faut te sortir d'ici », murmura-t-elle d'une voix pressante. Kalechi hocha la tête, l'esprit affolé. Si quelqu'un le trouvait dans sa chambre, ce serait la fin de son travail, de sa réputation et peut-être même de sa liberté. Ils se dépêchèrent d'éviter le personnel déjà affairé dans les couloirs. Amara le conduisit par un escalier de service, utilisant sa connaissance de la villa pour ne pas être vu. Ils évitèrent de justesse une servante, se cachant derrière un pilier à son passage. Ils atteignirent le garage sans être repérés, tous deux poussant un soupir de soulagement. « Va-t'en avant que quelqu'un ne te remarque », ordonna Amara d'une voix tremblante. Kalechi hésita, le regard empli d'inquiétude. « Mademoiselle Amara, je ne voulais pas dire. » L'interrompit-elle, l'air partagé. « Je sais. Vas-y. » Il hocha la tête, monta dans la voiture et s'éloigna, le cœur battant encore. Alors que la villa disparaissait de son rétroviseur, Kalechi savait que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Ils avaient franchi une ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Amara retourna dans sa chambre, les mains tremblantes. Elle repassa les événements dans sa tête, la panique se mêlant à quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à nommer. Du soulagement, de la culpabilité. Sa réputation était intacte, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser au visage de Kalechi lorsqu'il réalisa le danger qui les menaçait. Elle ne voulait pas qu'il soit blessé à cause de son imprudence. Pour la première fois,
elle réalisa combien leur vie était fragile, régie par des règles qu'aucun d'eux n'avait établies. Cela l'effraya, mais la fit aussi remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir. La fois suivante où Kalechi conduisit Amara, l'atmosphère était lourde de tensions inexprimées. Aucun des deux ne reconnut l'incident, mais celui-ci planait entre eux comme un nuage noir. Kalechi gardait les yeux rivés sur la route, la posture rigide, l'expression indéchiffrable. Amara s'agitait sur la banquette arrière, son assurance habituelle remplacée par un silence gêné. Elle ouvrit la bouche plusieurs fois pour parler, mais la referma, incertaine. Comment aborder un sujet aussi scandaleux sans aggraver les choses? L'inquiétude régnait dans l'esprit de Kalechi. Il repassait les événements encore et encore, se reprochant son imprudence. Il ne pouvait pas se permettre de perdre cet emploi, pas alors que sa famille dépendait de lui. Pourtant, il ne parvenait pas à chasser le souvenir de la panique d'Amara, de sa peur d'être découverte. C'était la première fois qu'elle semblait vulnérable, et cela réveillait en lui des sentiments qu'il refusait d'admettre. Des sentiments qui compliquaient tout. Il savait qu'il devait prendre ses distances, mais chaque regard furtif dans le rétroviseur trahissait sa détermination. Amara l'observait, percevant son combat intérieur. Elle aurait voulu s'excuser, le remercier de l'avoir protégée, mais l'orgueil la retenait silencieuse. Son cœur se serrait de culpabilité, consciente du risque qu'il avait pris pour elle. Pourtant, elle ne pouvait nier l'étrange réconfort qu'elle ressentait en sa présence. Elle était attirée par lui, malgré toutes les raisons qui l'empêchaient de l'être. À mesure que la voiture traversait la ville, le silence s'épaississait, chargé de mots qu'ils avaient trop peur de prononcer. Malgré leurs efforts pour garder leur distance, les circonstances continuaient de rapprocher Kalechi et Amara. Elle commença à solliciter ses services plus souvent, trouvant des prétextes pour sortir juste pour être près de lui. Au début, Kalechi se montra prudent, gardant ses interactions strictement professionnelles. Mais Amara insista, lui posant des questions sur sa vie, sa famille et ses rêves. Sa curiosité le prit au dépourvu et, contre toute attente, il se surprit à s'ouvrir. Il parla de ses jeunes frères et sœurs et de son ambition de les envoyer à l'école, une responsabilité qui pesait lourdement sur lui. Amara l'écouta avec un intérêt sincère, surprise par son sens du devoir et du sacrifice. Elle réalisa combien leur monde était différent, et pourtant combien leur lutte semblait similaire. Son admiration grandit, mais sa culpabilité aussi. Elle l'avait mal jugé, pensant qu'il n'était qu'un serviteur sans ambition ni profondeur. Elle commença à le considérer comme une personne, et non plus comme un simple chauffeur, et elle fut effrayée de constater à quel point ses opinions l'intéressaient. Elle se surprit à valoriser son point de vue plus que celui de quiconque, même celui de son père. Leurs conversations devinrent plus personnelles, brisant la barrière invisible qui les séparait. Kalechi était déchiré, conscient de s'aventurer en terrain dangereux, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir attiré par elle. La vulnérabilité d'Amara le touchait, le rendant protecteur envers elle malgré les risques. Pourtant, il était conscient des conséquences. Il était un roturier, et elle était la fille du président. Leurs univers étaient incompatibles, malgré la profondeur de ses sentiments. Mais à chaque sourire partagé et à chaque regard prolongé, cette vérité devenait plus difficile à accepter. Il ne fallut pas longtemps pour que le changement de comportement d'Amara attire l'attention de son père. Le président était un homme perspicace, toujours attentif à la dynamique qui l'entourait. Il remarqua la fréquence à laquelle Amara sollicitait les services de Kalechi et la douceur de son attitude en sa présence. Inquiet, il convoqua Kalechi dans son bureau, l'air sévère et autoritaire. « Tu es devenu trop à l'aise » dit-il d'une voix froide. « Tu es un chauffeur, rien de plus. J'espère que tu n'as pas oublié ta place. » Le cœur de Kalechi battait fort, mais il gardait un visage neutre. « Non, monsieur, je suis pleinement conscient de mes responsabilités, » répondit-il respectueusement. Le président plissa les yeux, le scrutant avec suspicion. « Bien. Si je découvre que tu as outrepassé tes limites, tu le regretteras, » prévint-il. Kalechi ressentit le poids de la menace, mais garda son sang-froid. Il en comprenait clairement les implications. Toute rumeur sur lui et Amara mettrait fin non seulement à son emploi, mais peut-être même à son avenir. Après la confrontation, Kalechi décida de prendre ses distances. Il devint plus formel, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, le regard fixé droit devant lui. Amara remarqua ce changement et le confronta à ce sujet. « Pourquoi m'évite? Est-ce
demanda-t-elle, la frustration perceptible dans sa voix. Kalechi hésita, le cœur serré par son expression blessée. Mais il se souvint de l'avertissement du président. « Je fais juste mon travail, mademoiselle Amara, » répondit-il froidement, ces mots la blessant plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. Tandis qu'elle détournait le regard, blessée et confuse, Kalechi s'efforça de rester fort. C'était le seul moyen de les protéger tous les deux. Amara était furieuse. Elle se sentait rejetée et humiliée, son orgueil blessé par la froideur de Kalechi. Elle ne comprenait pas pourquoi il prenait ses distances après tout ce qu'ils avaient partagé. Blessée et en colère, elle s'en est prise de la seule manière qu'elle connaissait, la rébellion. Elle est devenue provocatrice, s'est éclipsée sans prévenir personne, est restée dehors tard et a désobéi aux ordres de son père. Elle savait que Kalechi en serait informé et espérait que cela le forcerait à la confronter. Son comportement ne passa pas inaperçu. Le président, furieux, reprocha à Kalechi de ne pas avoir su la contrôler. Il menaça de le licencier, mais Amara intervint, affirmant que Kalechi n'était pour rien dans ses actes. « Si vous le virez, je quitterai cette maison et je ne reviendrai jamais », menaça-t-elle, la voix tremblante de colère. Le président fut stupéfait par son attitude de défi, mais reconnut sa détermination. À contre-cœur, il céda, autorisant Kalechi à rester. Cette rencontre laissa Kalechi bouleversé. Il n'avait pas réalisé à quel point Amara avait un pouvoir sur son destin. Sa volonté de le défendre signifiait plus qu'il ne pouvait l'exprimer, mais elle compliquait aussi tout. Il voulait la protéger, mais elle risquait sa réputation pour lui. Il était terrifié par tous les sacrifices qu'elle était prête à faire, et il savait qu'il devait trouver un moyen de l'en empêcher. Mais chaque fois qu'il essayait de la repousser, elle s'accrochait encore plus à lui, refusant de le lâcher. Un soir, Amara confronta Kalechi, les émotions à vif et sans défense. « Pourquoi me fuis-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Kalechi évita son regard, les poings serrés. « Je ne cours pas. Je fais mon travail, » répondit-il d'une voix tendue. Mais Amara était implacable. « C'est un mensonge. Tu as peur » accusa-t-elle en s'approchant. « Peur du qu'en dira-t-on ? Tu as peur de mon père » Kalechi perdit son sang-froid. « Oui, j'ai peur, Amara. J'ai peur de ce que je ressens pour toi. » Sa confession resta suspendue dans l'air, les laissant tous deux abasourdis. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent, les larmes menaçant de couler. « Alors pourquoi me repousses-tu » murmura-t-elle d'une voix brisée. Kalechi la regarda, sa résolution s'effritant. « Parce qu'on ne peut pas être ensemble. Tu es la fille du président. Je ne suis qu'un chauffeur. C'est impossible. » Amara secoua la tête, les larmes ruisselant sur son visage. « Je m'en fiche. Je me soucie de toi. » Ces paroles brisèrent ses dernières défenses, et avant qu'il ne puisse s'en empêcher, il la serra fort dans ses bras. L'espace d'un instant, plus rien d'autre n'eut d'importance. Ils étaient juste deux êtres amoureux, débarrassés de leurs titres et de leurs attentes. Mais la réalité de leur situation pesait lourdement sur Kalechi. Il savait qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux et que les conséquences pourraient être dévastatrices. Mais, tandis qu'il la serrait contre lui, sentant son cœur battre contre le sien, il comprit qu'il ne pouvait pas s'en aller. Plus maintenant. Aussi compliqué que cela puisse paraître, il l'aimait, et cette vérité était plus forte que sa peur. La nouvelle de la proximité croissante d'Amara avec Kalechi commença à se répandre parmi le personnel, murmuré à voix basse derrière des portes closes. Il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs parviennent jusqu'au conseiller du président, un homme connu pour sa loyauté et sa discrétion. Inquiet du scandale potentiel, le conseiller a approché le président, pesant soigneusement ces mots. « Monsieur, je crois que votre fille se familiarise trop avec l'aide. Cela pourrait nuire à la réputation de la famille, » prévint-il. Le visage du président s'assombrit, la fureur grondant sous son air calme. Convoquant Amara dans son bureau, le président la confronta. « J'ai entendu des rumeurs inquiétantes. Êtes-vous impliqué avec ce chauffeur » demanda-t-il d'une voix froide et autoritaire. Amara resta sur ses positions, refusant de mentir. « C'est mon ami. Il n'y a rien de mal à ça, » répondit-elle d'un ton de défi. Son père plissa les yeux. « Il est inférieur à toi. Si j'entends d'autres bêtises, je le virerai et je m'assurerai qu'il ne travaille plus jamais. » Le cœur d'Amara battait la chamade, mais elle gardait la tête haute. « Si vous le virez, je quitte la maison, » menaça-t-elle d'une voix ferme. Le président fut stupéfait par son attitude de défi, mais comprit qu'il ne pouvait la contrôler par la force.
Il ordonna donc qu'un garde du corps l'accompagne en permanence, limitant ainsi ses interactions avec Kalechi. Amara était furieuse, mais comprenait la stratégie de son père. Elle était surveillée, et la vie de Kalechi était en jeu. Elle devait se montrer plus prudente et plus rusée. Si elle voulait être avec lui, elle devrait se montrer plus maligne que tout le monde, y compris son propre père. La décision du président d'assigner un garde du corps à Amara changea tout. Gide, un homme sévère et vigilant, la surveillait à la trace, ne lui laissant aucune chance d'être seule avec Kalechi. Il était appliqué, montrant clairement sa loyauté envers son employeur, et non envers elle. Amara se sentait étouffée, chacun de ses pas étant surveillé et signalé. Cette restriction ne faisait qu'intensifier son désir d'être avec Kalechi, mais le risque de lui attirer des ennuis était trop élevé. Elle savait qu'elle devait être astucieuse, trouver le moyen de déjouer les précautions de son père. Kalechi ressentait vivement la distance. Il voyait Amara moins souvent, et lorsqu'il le faisait, la présence de Gide lui rappelait constamment le danger qui les guettait. Kalechi reprit son attitude réservée, gardant des conversations brèves et impersonnelles. Voir le regard d'Amara implorer son attention le blessait, mais il resta ferme, sachant que le moindre faux pas pouvait les ruiner tous les deux. Il était de son devoir de la protéger, même si cela signifiait lui briser le cœur. Pourtant, chaque jour, sa détermination faiblissait à mesure que son amour pour elle grandissait. Amara n'était pas du genre à se laisser vaincre facilement. Elle commença à élaborer des plans pour échapper à l'œil vigilant de Gide. Elle s'est montrée patiente, attendant l'occasion idéale. Après des semaines de planification minutieuse, elle a enfin saisi sa chance. Lors d'un événement caritatif, elle a feint la maladie et s'est éclipsée tandis que Gide était distrait par l'agitation. Elle trouva Kalechi qui l'attendait près de la voiture, le visage choqué, tandis qu'elle semblait essoufflée à ses côtés. « Conduis », ordonna-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Kalechi hésita, mais vit la détermination dans ses yeux. Sans un mot de plus, il obéit, l'emmenant loin des restrictions qui les entravaient. Ils roulèrent en silence, l'excitation de la rébellion flottant dans l'air. Le cœur de Kalechi s'emballa, sachant qu'il risquait le tout pour le tout. Amara, en revanche, était euphorique, les yeux brillants d'excitation. « J'en avais besoin », avoua-t-elle d'une voix plus douce. « J'en ai assez d'être contrôlée. » Kalechi la regarda, sa garde s'affaiblit. « Tu vis dans une cage dorée » dit-il d'une voix teintée d'empathie. Amara le regarda, surprise par sa perspicacité. « Exactement », murmura-t-elle, sa vulnérabilité révélée. Ils arrivèrent sur une plage isolée, les vagues s'écrasant sur le rivage dans une danse rythmée. C'était la première fois qu'Amara se trouvait dans un endroit sans sécurité ni règles. Elle riait librement, le vent lui soufflant dans les cheveux, l'esprit libéré. Kalechi l'observait, fasciné par sa beauté et sa joie. Elle était si différente de la femme posée et distante qu'il avait connue. Ici, elle n'était qu'Amara, une jeune femme en quête d'elle-même. Il en tomba encore plus amoureux. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils s'assirent côte à côte sur le sable, contemplant l'horizon doré. « Je t'envie », admit Amara d'une voix à peine murmurée. « Tu es libre. Tu peux choisir ta propre voie. » Kalechi secoua la tête. Sun Surir du Hammer. La liberté n'est pas une question de richesse ou de statut. C'est une question de courage. Tu en as plus que quiconque. Leurs regards se croisèrent, la distance se rétrécissant. Amara se pencha plus près, son visage à quelques centimètres du sien. L'espace d'un instant, le monde s'évanouit, ne laissant que deux. Mais au moment où leurs lèvres allaient se toucher, Kalechi se recula, l'air partagé. « On ne peut pas », dit-il d'une voix brisée. « C'est trop dangereux. » Le visage d'Amara se décomposa, le cœur serré de frustration et de désir. Leur fuite ne passa pas inaperçue. À leur retour, la villa était en plein chaos. Gide avait signalé la disparition d'Amara, et le président était furieux. « Où étais-tu » cria-t-il, sa voix résonnant dans le grand hall. Amara resta immobile, le maintenant. « Je partis faire un tour en voiture. J'avais besoin d'espace, répondit-elle d'un ton de défi. Le regard de son père s'assombrit, sa colère palpable. Avec lui, il cracha en désignant Kalechi, qui se tenait silencieusement derrière elle. Le silence d'Amara confirma ses soupçons. Le président reporta sa fureur sur Kalechi. « Tu as désobéi à mes ordres. Tu as abusé de la confiance de ma fille. Tu es viré. »
Le cœur de Kalechi se serra, mais il resta calme, refusant de se défendre. Il savait que ce jour viendrait. Amara Esavanka, la voix tremblet. C'était mon idée. Ne le punis pas pour mes actes. Le visage de son père se tordit de rage. Ilta Carampio. C'est fini. Il ordonna aux gardes d'escorter Kalechi, sa décision étant définitive. Amara regarda, impuissante, Kalechi être emmenée, sans la quitter des yeux. Elle sentit son cœur se briser, la culpabilité et le chagrin l'envahir. « Père, je t'en prie. J'ai besoin de lui, supplia-t-elle, les larmes aux yeux. Mais le président est resté impassible. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui manque de respect à notre famille. Tu épouseras qui je veux, et ces bêtises cesseront. Le moral d'Amara esi brisa. Elle comprit que son père ne comprendrait jamais, qu'il ne lui permettrait jamais de fréquenter quelqu'un qu'il jugeait inférieur à lui. Alors que Kalechi disparaissait, Amara fit un vœu. Elle le retrouverait, coûte que coûte. Le monde d'Amara s'est effondré après le renvoi de Kalechi. Son père a resserré son contrôle, renforçant sa sécurité et organisant des rencontres avec des prétendants issus de familles puissantes. Mais Amara refusa d'obtempérer. Elle repoussa tous les prétendants, provoquant embarras et frustration chez ses parents. Elle argumenta sans relâche, refusant d'être un pion dans les ambitions politiques de son père. Plus il la pressait, plus elle résistait, son amour pour Kalechi lui donnant de la force. Elle était déterminée à se battre pour sa liberté, même si cela impliquait d'aller à l'encontre de sa propre famille. Son refus devint un scandale, attirant l'attention des médias. Les gros titres la qualifiaient de rebelle et d'ingrate, ternissant l'image de la famille. Le président était furieux, l'accusant de salir leur réputation. « Vous ruinez tout ce que j'ai construit », s'est-il enragé. Mais Amara était résolue. « Je ne me marierai pas pour la politique. Je me marierai par amour. » Le visage de son père se durcit. « Amoureux? Avec un chauffeur? Tu as perdu la tête. » Le silence d'Amara confirma ses craintes. Son cœur se serra, réalisant que sa fille était véritablement tombée amoureuse de Kalechi. La mère d'Amara intervint, la suppliant de reconsidérer sa décision. « Pense aux conséquences. L'héritage de notre famille est en jeu, » se dit-elle. Mais Amara resta ferme. « J'en ai assez de vivre pour les autres. »« J'ai right mon proper bonheur, » argumenta-t-elle. Le regard de sa mère s'adoucit, reconnaissant le courage de sa fille. Elle connaissait trop bien le prix du sacrifice, ayant renoncé à ses rêves pour le devoir. À contre-cœur, elle choisit de soutenir Amara, même si cela impliquait de défier son mari. « Alors, suis ton cœur, » murmura-t-elle en serrant sa fille fort dans ses bras. « Mais sois prête pour la bataille qui t'attend. » Déterminée à retrouver Kalechi, Amara se lança à sa recherche. Elle visita le quartier où il avait grandi, confrontée aux dures réalités de sa vie. Elle vit les bâtiments en ruine, les ruelles étroites et les gens luttant pour leur survie. C'était un monde qu'elle n'avait jamais connu, un monde dont Kalechi était originaire. Son cœur se serra en réalisant tous les sacrifices qu'il avait consentis pour travailler pour sa famille. Son respect pour lui grandissait encore, son amour s'intensifiant à chaque pas. Après des jours de recherche, elle trouva enfin sa maison, un petit appartement modeste partagé avec ses frères et sœurs. Sa sœur cadette lui ouvrit la porte, le visage illuminé d'espoir. « Tu es Amara, n'est-ce pas? Il parle de toi tout le temps, » dit-elle, les yeux brillants d'admiration. Le cœur d'Amara fit un bond, réalisant que Kalechi tenait à elle plus qu'il ne l'admettait. Mais sa joie fut de courte durée lorsqu'elle apprit qu'il était parti pour la protéger des conséquences de leur amour. Amara refusa d'abandonner. Elle suivit chaque piste, déterminée à le ramener. Son parcours lui apprit l'humilité, la résilience et le sens du sacrifice. Pour la première fois, elle comprit ce que signifiait se battre pour l'amour. Peu importe la difficulté du chemin, elle était prête à le parcourir, si cela signifiait retrouver Kalechi. La détermination d'Amara finit par payer. Après des semaines de recherche, elle trouva Kalechi travaillant dans un garage local en périphérie de la ville. Le voir couvert de graisse, ses mains expertes en train de réparer un moteur, lui fit monter les larmes aux yeux. Elle ne l'avait jamais vu aussi libre, aussi heureux. Mais son cœur se serrait aussi, consciente de tous les sacrifices qu'il avait consentis pour assurer sa sécurité. Alors qu'elle s'approchait, Kalechi leva les yeux écarquillés par le choc. « Amara » murmura-t-il, l'incrédulité tintant sa voix. Elle courut vers lui,
lui jeta les bras autour du cou, ses larmes trompant son épaule. J'ai cru t'avoir perdu, sanglota-t-elle, le corps tremblant. Kalechi la serra fort, ses propres émotions brisant les murs qu'il avait érigés. Je suis parti pour te protéger, admit-il d'une voix tremblante. Je ne voulais pas que tu souffres à cause de moi. Amara se recula, le regard féroce. Je me fiche des conséquences, je me soucie de toi. Ces paroles ébranlèrent sa détermination, son amour pour elle surpassant sa peur. Ils passèrent des heures à discuter, partageant tout ce qu'ils avaient gardé en eux. Kalechi lui avoua son amour, d'une voix rauque et vulnérable. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu, mais je ne suis qu'un chauffeur. Je n'ai rien à te donner. Amara secoua la tête, ses mains entourant son visage. Tu m'as donné plus que quiconque. Tu m'as donné du courage, de l'espoir et de l'amour. C'est tout ce dont j'ai besoin. Pour la première fois, Kalechi s'autorisa à croire qu'ils pouvaient avoir un avenir ensemble. Ils n'étaient plus liés par leur statut ou leur devoir. Ils étaient simplement deux âmes amoureuses, prêtes à affronter le monde ensemble. Leurs retrouvailles furent cependant de courte durée. La nouvelle de la disparition d'Amara parvint à la villa présidentielle, semant le chaos et la panique. La colère du président était palpable lorsqu'il découvrit qu'elle avait été avec Kalechi. « Tu m'as défié, Amara. Tu as manqué de respect à cette famille, » cria-t-il, le visage rouge de fureur. Amara rested about, lamenting out. Je l'aime, père. Je ne renierai pas mon amour pour la politique. Son refus le choqua, mais le mit aussi en colère. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour un chauffeur, demanda-t-il d'une voix teintée de mépris. La réponse d'Amara fut catégorique. Oui. Parce qu'il vaut plus que toute la richesse et le pouvoir du monde. Ces mots la blessèrent profondément, et le visage de son père se durcit de détermination. Si tu le choisis, tu n'es plus ma fille, déclara-t-il d'une voix froide et définitive. Le cœur d'Amara se brisa, mais elle refusa de reculer. Alors sois, murmura-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. Elle sortit, les épaules lourdes de douleur, mais l'esprit intact. Pour la première fois, elle était libérée de l'emprise de son père. Kalechi fut dévasté en apprenant le prix de son amour. « Tu as tout abandonné pour moi, » murmura-t-il, la culpabilité lui déchirant le cœur. Amara sourit à travers ses larmes, sa main trouvant la sienne. « J'ai tout gagné en te choisissant. » Son courage l'inspirait, renforçant sa détermination. Si elle était prête à sacrifier son monde pour lui, il ferait tout pour lui en offrir un nouveau. Ils étaient unis, liés par l'amour et la loyauté. Mais ils savaient que la bataille n'était pas terminée. Ils se trouvaient face à un homme puissant, prêt à tout pour les séparer. La vie hors de la villa présidentielle était rude, contrastant fortement avec le luxe qu'Amara avait connu. Elle emménagea chez Kalechi et sa famille, partageant un petit appartement surpeuplé. Il n'y avait ni domestique, ni chauffeur, ni drap de soie, ni sol en marbre. Elle apprit à cuisiner, à faire le ménage, à laver le linge à la main. C'était épuisant et accablant, mais aussi libérateur. Pour la première fois, elle vivait sa vie à sa façon. Elle trouvait de la joie dans les choses les plus simples, comme admirer le coucher de soleil depuis le toit ou rire avec les frères et sœurs de Kalechi. Kalechi était impressionné par sa résilience. Il la regarda s'adapter, son esprit inébranlable face aux difficultés. Elle ne se plaignait jamais, ne se montrait jamais supérieure, même dans les moments difficiles. Son respect pour elle grandissait, tout comme son amour. Elle n'était plus seulement la fille du président. Elle était sa partenaire, son égale, son âme sœur. Ils luttaient ensemble, se soutenaient mutuellement et trouvaient le bonheur dans les petites choses. Ce n'était pas la vie qu'ils avaient imaginée, mais c'était la leur. Et c'est ce qui la rendait belle. Mais le monde extérieur était cruel. La nouvelle de la disgrâce d'Amara se répandit comme une traînée de poudre, les médias se moquant de sa chute. Ils la présentèrent comme une idiote et une naïve, accusant Kalechi de la manipuler pour s'enrichir et s'imposer. Se voir calomniée fut douloureuse pour Amara, mais elle garda la tête haute, refusant de se laisser abattre par les ragots. Kalechi se tenait à ses côtés, la protégeant de la négativité. Ils s'appuyaient l'un sur l'autre, leur amour se renforçant à travers les épreuves. Ils avaient tout perdu, mais ils étaient ensemble. Et cela suffisait. Le scandale entourant la relation d'Amara avec Kalechi atteignit de nouveaux sommets, alimentant la fascination du public pour le drame et le pouvoir. Les paparazzis les traquèrent, les tabloïds déformèrent leur histoire et les réseaux sociaux furent inondés d'opinions.
Certains l'ont loué le courage d'Amara, qui a suivi son cœur, mais beaucoup l'ont ridiculisé pour avoir renoncé à son statut au profit d'un simple chauffeur. Kalechi a été dépeinte comme une opportuniste, une chercheuse d'or qui avait piégé la fille du président. La réaction a été brutale, le jugement sévère et implacable. Amara se débattait sous l'œil scrutateur, chacun de ses gestes étant critiqué. C'était la version de lui-même qu'il redoutait et qu'il avait besoin de devenir. Tob invita Darlington dans son appartement en attique, loin du manoir, pour ce qui devait être une conversation calme. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, leur verre de whisky intact. Darlington commença avec sa bravade habituelle, affirmant que le maintien d'Amanda au poste entachait l'image de Tob. « Tu as changé, mec. Depuis quand laisse-t-on les aides nous embarrasser et rester » s'esclaffa-t-il. Mais Tob n'était plus amusé. Il n'esquiva ni ne dévia la question. Ce que tu as fait à Amanda n'était pas seulement un scandale, ma chérie, c'était mal. Et ce n'était pas la première fois. Le sourire de Darlington S.E. Figia. Tu te moques vraiment de moi? Demanda-t-il en plissant les yeux. Tob se pencha en avant, la voix posée. Je te tiens responsable. Peut-être pour la première fois de ta vie. Ces mots brisèrent leur amitié de plusieurs décennies. Darlington partit sans un mot, mais l'atmosphère entre eux était devenue toxique. Tob savait ce que cela signifiait. Rumeurs, sabotage commercial, représailles silencieuses. Et pourtant, il se sentait plus léger que jamais depuis des semaines. Il avait la certitude de faire ce qui était juste, même si cela avait un prix. Il ne raconta pas à Amanda ce qui s'était passé. Elle n'avait pas besoin de savoir. Son courage avait déjà accompli ce que son pouvoir n'aurait jamais pu accomplir. Breezer Illusion The Alliance's Intouchables. Ce soir-là, assis à son bureau pour examiner les contrats, Tob griffonna une note dans la marge d'un document destiné au conseil d'administration. L'intégrité n'est pas négociable. Ce n'était pas une citation. C'était une révélation. Les jeunes servantes observaient Amanda différemment. Elles remarquèrent que les superviseurs lui parlaient avec plus de circonspection, que certains clients la saluaient avec un respect prudent. Mais surtout, elles remarquèrent la façon dont Amanda se tenait. Elle n'aboyait pas d'ordre et n'exigeait pas de révérence, elle vivait simplement sans peur. Cet exemple discret les éveilla. Un après-midi, Bisola, une nouvelle assistante de cuisine, se confia à Amanda. Un vendeur avait tenu des propos grossiers à son égard, et elle avait eu trop peur de le signaler. Amanda l'écouta, puis la raccompagna au bureau de Maureen et resta à ses côtés jusqu'au dépôt de la plainte. Pas de drame. Aucune menace. Juste une présence. La nouvelle s'est répandue. Amanda était devenue plus qu'une simple servante, elle était un modèle. Ce n'était pas le pouvoir qu'Amanda recherchait, c'était la restauration. Des dignités, de respect de soi, de la force silencieuse que chaque femme avait appris à dissimuler. Tob a également constaté un changement. La productivité du personnel a augmenté et le turnover a diminué. Ce n'était pas un changement de politique, c'était une question de culture, et la discrète empreinte d'Amanda y était omniprésente. Un soir, alors qu'Amanda disposait des fleurs dans le couloir principal, elle surprit Tob qui l'observait depuis l'escalier. Il hocha la tête, non pas en patron, mais en homme apprenant peu à respecter quelqu'un sans statut ni richesse. Elle acquiesça, puis retourna à son travail. Ce moment passa sans un mot, mais il marqua quelque chose d'important. Amanda n'était plus seulement une domestique. Elle était une force. Et personne, pas même Tob, ne pouvait le nier désormais. La réunion trimestrielle du conseil d'administration d'Obiora Holdings était habituellement une réunion de routine. Point sur les projets, revue des investissements et marges bénéficiaires. Mais cette fois, Darlington avait demandé à s'adresser au conseil. Tob l'a laissé faire, sachant ce qui allait arriver. Darlington se tenait là, confiant, lançant une accusation voilée, masquée par une stratégie commerciale. L'intégrité de notre marque est liée aux personnes qui nous sont proches, a-t-il déclaré. Le comportement du personnel reflète le leadership. Tolérer l'indiscipline favorise l'instabilité. La salle se raidit. Tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Tob ne broncha pas. Lorsque Darlington eut terminé, Tob se leva lentement et s'adressa à la salle. Ce qui s'est passé chez moi n'était pas de l'indiscipline, c'était de la dignité qui refusait d'être bafouée. Et pour une fois, je suis fier que cette entreprise soit dirigée par quelqu'un qui comprend cela. Un silence s'ensuivit.
Tob a poursuivi en détaillant comment Amanda avait agi en état de légitime défense, comment le silence protège les prédateurs et comment Obiora Holdings ne pouvait prétendre soutenir l'autonomisation en public tout en la punissant en privé. Ses propos étaient audacieux, d'une crudité inhabituelle pour un homme connu pour sa retenue émotionnelle. Le conseil d'administration, bien que secoué, a respecté sa position. Lorsque Darlington quitta la pièce, frustré, il comprit que quelque chose avait changé définitivement. Amanda n'apprit le discours que plus tard. Maureen le partagea pendant le déjeuner dans la cuisine du personnel. Amanda resta silencieuse au début. Puis, doucement, elle répondit. Il est temps qu'il choisisse son camp. Elle ne sourit pas. Elle se remit simplement à couper des légumes, son silence une fois de plus éloquent que des applaudissements. Tob se tenait près de la fenêtre de son bureau, le soleil couchant déversant une lumière dorée sur son bureau, projetant de longues ombres à la hauteur de sa décision. Le silence entre lui et Darlington durait depuis des semaines, ponctué seulement de courriels laconiques et de menaces voilées. Mais le moment était venu. Il appela Darlington dans la salle de réunion, un cadre formel pour un au revoir personnel. J'y ai réfléchi, commença Tob d'une voix calme mais ferme. Nos valeurs ne concordent plus. Je mets fin à notre partenariat, avec effet immédiat. Darlington rit, crédule, mais sa voix était tranchante. Pour une bonne, Tob n'a pas bronché. Pour le principal. Des contrats ont été signés, des biens ont été partagés, et d'un seul coup, des décennies d'amitié se sont évanouies dans le silence. La nouvelle a fait la une des journaux en quelques heures, divulguée par une personne de l'intérieur. Les réseaux sociaux se sont enflammés, saluant le rare exemple d'éthique de Tob dans un contexte dominé par le silence et le confinement. Amanda a lu la nouvelle pendant sa pause, debout derrière la lingerie du manoir, là où le signal Wi-Fi était le plus fort. Le titre disait « Obiora Holdings rompt ses liens avec Nwashukwu suite à une controverse, des sources invoquent un manque d'éthique ». Sa poitrine se serra. Personne n'avait mentionné son nom, mais elle savait ce que cela signifiait. Tob avait choisi. Ce n'était ni grandiose ni spectaculaire, mais c'était définitif. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle traversait le couloir avec un vase de fleurs, elle vit Tob parler à un invité. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il lui adressa un léger signe de tête, non pas en tant que milliardaire, ni en tant que patron, mais en tant qu'homme qui avait enfin fait ce qu'il fallait. Elle ne lui rendit pas son hochement de tête, pas immédiatement. Mais il y eut une lueur d'espoir, une reconnaissance, peut-être même une trêve tranquille. Une semaine plus tard, Amanda reçut une lettre d'une fondation d'éducation privée qu'elle ne connaissait pas. Le sceau était gravé en or, et l'enveloppe remise en main propre. Elle l'ouvrit lentement, s'attendant à une erreur. À l'intérieur se trouvait une bourse d'études, les frais de scolarité complets pour un diplôme de commerce de 2 ans à temps partiel dans une université réputée, ainsi qu'une allocation mensuelle. La lettre louait sa force de caractère, son sang-froid sous la pression et son indéniable potentiel de leadership. Il n'y avait aucun nom sur la liste des donneurs, juste un nom anonyme. Amanda se fija. Elle savait. D'une certaine manière, elle le savait. Tob, c'était logique. Il était le seul à avoir à la fois des motivations et des moyens. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de foi. Quelqu'un croyait en son avenir au-delà des murs du manoir. Amanda n'en a parlé à personne. Pas même à Mama Ifunanya, qui a seulement remarqué que sa fille passait plus de temps à lire et à écrire le soir. Elle s'est inscrite discrètement et a commencé à assister aux cours pendant ses jours de congé, se mêlant aux autres élèves qui ignoraient tout de son histoire. La salle de classe lui semblait comme une bouffée d'oxygène, un espace où elle n'était plus définie par son uniforme ni par son passé. Son esprit reprenait vie, absorbant le savoir, débattant avec respect, rédigeant des dissertations qui lui valaient des éloges. Elle ne se contentait plus de survivre, elle devenait. Et même si elle ne remerciait jamais à voix haute, chaque nouvelle page de son cahier, chaque réponse donnée en classe, était une note silencieuse de gratitude envers la seule personne qu'il avait enfin vue comme bien plus que ce à quoi le monde la réduisait. La guérison n'était pas un chemin direct, elle était semée de batailles silencieuses qu'Amanda menait seule. Elle évitait toujours les fêtes, sursautait encore un peu quand les hommes s'approchaient trop près d'elle, mais elle n'était plus dominée par la peur. Dans son église d'Ikorodu, elle a commencé à encadrer des adolescentes, dont certaines travaillaient déjà à temps partiel comme aide-ménagères ou vendaient des marchandises après l'école. Elle leur a raconté son histoire par fragments,
sans jamais citer de nom, mais en donnant de la force à la leçon. Ne laissez pas votre silence être votre condamnation, a-t-elle déclaré lors d'un cours dominical. Les filles écoutaient, les yeux écarquillés, non pas parce qu'elle ressemblait à une conférencière motivatrice, mais parce qu'elle était authentique. Amanda ne parlait pas du haut d'un piédestal, elle parlait par souci de survie. Sa douleur n'avait pas disparu, mais elle avait pris un sens. Un après-midi, après une messe, une des filles, Dag sans grave peine 16 ans, courut vers elle et la serra fort dans ses bras. « Tu m'as donné du courage, murmura-t-elle. Amanda la serra dans ses bras, les yeux embués. Ce moment la hanta. Il lui rappela que le courage résonnait. Ce simple acte de résistance, même seul, pouvait créer des remous bien au-delà de son origine. Son identité n'était plus celle d'une victime, ni même d'une servante. C'était une femme qui avait affronté le pouvoir et traversé le feu, et maintenant elle construisait des ponts pour que d'autres puissent les traverser. Cela n'effaçait pas le passé, mais réécrivait la suite. C'était un samedi soir pluvieux lorsque Tob appela Amanda dans le salon du manoir. Pas d'invité, pas de personnel. Juste lui, assis près de la cheminée éteinte. Il lui fit signe de s'asseoir. « Je ne te retiendrai pas longtemps, dit-il. » Sa voix n'avait plus le ton sec et poli qu'elle connaissait. C'était plus lent, plus posé. « Je n'ai jamais dit merci. » Commença-t-il, je ne suis pas vraiment à la hauteur de ses attentes. Pas seulement pour m'être levé, mais pour nous avoir tendu un miroir. Amanda pencha la tête, ne sachant que dire. Il continua, je ne t'ai pas aidé par pitié. Je l'ai fait parce que je savais que tu en ferais quelque chose. Et tu l'as fait. Amanda a finalement parlé. Je ne l'ai pas giflé, car j'étais courageuse. Je l'ai giflé parce que j'étais fatiguée. Et je le suis toujours. Mais j'ai appris qu'être fatigué n'est pas synonyme de faiblesse. Ils restèrent un moment assis en silence, la pluie claquant contre les vitres comme une ponctuation. Puis Amanda se leva. « Je ne veux pas de gratitude, dit-elle doucement. Je veux du changement. Pour toutes les filles comme moi qui ont encore peur de parler. » Tob hocha la tête, la gorge serrée. « Alors je commencerai par écouter. » Il n'y avait pas de romance, pas de musique dramatique, pas de promesse de rédemption. Juste du respect mutuel. Deux personnes qui avaient évolué différemment, se rencontrant dans un lieu où le pouvoir s'inclinait devant les principes. En s'éloignant, Amanda ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait dit ce qui comptait. Et il l'avait entendu. 3 mois plus tard, Amanda était assise dans un café universitaire animé, les yeux rivés sur un manuel d'éthique des affaires, une tasse de thé fumante à côté d'elle. Ses cheveux naturels étaient relevés, sa chemise rentrait dans un jean simple et son sac arborait le logo de son sponsor boursier. Elle ressemblait à n'importe quelle autre étudiante, mais elle savait qu'elle n'en était pas une. C'était Amanda Okonkwo, fille d'un vendeur d'Acura veuf, survivante de l'injustice, porteuse de vérité. Elle sourit intérieurement en lisant une étude de cas sur le leadership. L'ironie était magnifique. Son nom était désormais associé à ce qu'elle redoutait autrefois, le pouvoir. Mais cette fois, elle l'a défini selon ses propres termes. Calme, compatissante, inflexible. Devant la fenêtre du café, la vie continuait, les voitures klaxonnaient, les étudiants riaient, les nuages dérivaient. Amanda ferma son livre et sortit son journal. À la dernière page, elle écrivait « Je n'ai jamais été qu'une simple servante. J'ai toujours été plus que ça. Il m'a fallu un combat pour m'en souvenir. » Elle déchira la page, la plia soigneusement et la rangea dans son sac. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Pas même à elle-même. Elle termina son thé, rassembla ses livres et se leva. Le chemin était encore long, mais cette fois, Amanda le parcourut la tête haute, la voix claire, et sa place dans le monde lui appartenait enfin, irrévocablement. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.